Ça me fait toujours plaisir de venir rencontrer les patients. Comme vous savez, je suis clinicien, donc je vois des patients, mais c'est la première fois que j'en vois 600 en même temps. Je n'ai jamais fait une clinique de 600 patients. Je voulais donc vous remercier d'être venu. Je voulais vous remercier de votre intérêt pour le sujet et pour la journée, de votre contribution, pour tous les patients qui viennent à notre clinique aussi, de votre contribution à la recherche tout le temps. Je pense qu'à notre clinique, on frise le 98% des patients qui donnent à chaque visite du sang pour la recherche. Donc, je vous remercie pour tout ça. Je voulais remercier les deux conférenciers précédents parce qu'ils ont vraiment fait un excellent travail. Et comme c'est des jeunes, on ne sait jamais à quoi s'attendre avec les jeunes, mais ils ont fait un très, très bon travail. Très, très bon travail, très posé, très timoré. Tout à fait en ligne avec ce qu'on essaye de leur enseigner. Je suis donc très fier, en fait, qu'ils aient décidé de se joindre à notre domaine, à nos domaines qui sont les soins et la recherche en sclérose en plaques. Je pense que on peut tous être fiers d'avoir des jeunes cliniciens brillants qui rejoignent nos rangs. Bon, tout ça pour dire que, effectivement, la Société canadienne de la sclérose en plaques et la division québécoise, ça a fait partie de ma carrière depuis 21 ans maintenant. 21 ans parce que ma première bourse, ma deuxième bourse de recherche, deuxième bourse que j'ai reçue pour ma formation de doctorat, ça venait de la Société canadienne. Puis après ça, ma première bourse de carrière, c'est donc ce qu'on appelle une bourse de carrière, c'est une bourse qui vise à supporter une partie du salaire d'un chercheur. C'était la bourse de la Société canadienne de la sclérose en plaques, la bourse Donald Patey. Depuis ce temps-là, nos laboratoires de recherche ont été constamment soutenus par la Société canadienne de la sclérose en plaques grâce à vos dons, grâce à votre implication, à votre bénévolat et tout ça. Mais on n'est pas là pour parler de moi aujourd'hui. J'avais sous-estimé la quantité de travail nécessaire pour le sujet. Il y a 3 semaines, je me suis réveillé en me disant « Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire? » Parce que d'habitude, vous savez ce qu'on a, nous, les chercheurs et les professeurs, on a ce qu'on appelle des slide decks, c'est-à-dire des collections de diapositives qu'on utilise, en fait des permutations, des choses comme ça. Alors que là, j'arrivais 3 semaines avant la présentation avec un document qui était complètement vierge parce que ça sort complètement de ma zone de confort. Aujourd'hui, on va faire un tour d'horizon de la recherche en sclérose en plaques, pas seulement au Québec, mais au Canada. Donc, la façon dont notre communauté de chercheurs et de cliniciens en sclérose en plaques est organisée au Canada, elle est très simple. Elle est organisée autour de certains grants qui sont des sources de financement qui viennent à la fois de la Société canadienne de la sclérose en plaques, mais aussi des instituts de recherche en santé du Québec et aussi du FRQS, qui est un organisme de financement de la recherche au Québec. Et elle s'oriente en différents pôles, la recherche clinique, l'imagerie cérébrale, l'immunologie et les neurosciences, ainsi que l'épidémiologie. Et ces 4 grands pôles de recherche sont en fait représentés par différentes équipes de recherche au Canada, c'est ce qu'on va voir après. Et à ça est intégré un grand réseau de conférenciers invités qui viennent de l'étranger nous faire part de leurs dernières découvertes pour la formation des étudiants, mais aussi la formation des groupes de recherche. Cette structure a permis de générer de multiples collaborations, tant au sein du Canada, à travers les efforts de la Société canadienne de sclérose en plaques, qu'aux États-Unis et à l'international. Et de nos jours, il n'y a pas beaucoup de groupes canadiens qui ne collaborent pas avec au moins un groupe américain ou un groupe européen. Donc, on est tous en collaboration les uns avec les autres, en communication constante. Il y a au moins 43 équipes au Canada qui ont été financées par la Société canadienne de sclérose en plaques. Ça, je pense que c'est les données de 2016 parce que je n'ai pas été capable de trouver les données de 2017 et 2018. 43 équipes de recherche au Canada qui ont été financées, dont 10 sont au Québec. Et ah oui, moi c'est coupé, je ne vois pas la moitié de ma diapo. Et un nombre impressionnant, à peu près 30 bourses
de salaire pour les étudiants à la maîtrise et au doctorat, ainsi que les résidents en médecine. C'est donc des gens qui ont complété leur médecine, mais qui font une formation de neurologue et une formation en recherche en même temps, qui ont décidé de se surspécialiser en sclérose en plaques. Et un grand nombre de ces bourses-là sont en fait... Oui, mais là, ça va, c'est revenu. Il y en avait juste une qui apparaissait pas. Et un grand nombre de ces bourses-là ont été... Pardon, il faut que je recule. Un grand nombre de ces bourses-là ont été données à des étudiants québécois qui travaillent dans mon laboratoire, dans le laboratoire de Jack Antel, dans le laboratoire de Nathalie Arbour, de Catherine Larochelle, et on va les repasser un par la suite. L'initiative Stop SP, ou NDMS, ça a été une initiative qui avait été mise en branle par Jack Antel et Sam Ludwin. Ces deux grands chercheurs en sclérose en plaques avaient été voir la Société canadienne de sclérose en plaques parce qu'ils étaient inquiets de la formation aux étudiants en sclérose en plaques, qu'il n'y avait pas assez d'efforts qui étaient faits pour former des étudiants. Alors, on a décidé de faire ce qu'on appelle des summer schools, des camps d'été pour étudiants gradués. La plupart sont des étudiants à la maîtrise ou au doctorat qui se réunissent une ou deux fois par année dans différentes universités au Canada. Il y a des cycles de migration. On l'a fait 2 fois à l'Université de Montréal, il y en a eu un à McGill, il y en a eu un à l'Université de Terre-Neuve, il y en a à Calgary. Et c'est un moment où, pendant 5 ou 6 jours, les étudiants se côtoient et les professeurs donnent des cours, des professeurs de partout au Canada donnent des cours sur différents aspects de la sclérose en plaques. Et ça, ces cycles de conférences et de camps d'été ont été très, très bénéfiques pour la formation des étudiants en sclérose en plaques. Bon, alors, il y a au Québec, au-delà de 75 articles scientifiques qui sont publiés chaque année sur la biologie, l'épidémiologie et la radiologie de la sclérose en plaques. C'est un impact international qui est énorme. On pense qu'au Canada, je n'ai pas été capable de compiler toutes les données, mais on pense qu'au Canada, il y en aurait au-delà de 400 articles scientifiques publiés sur la sclérose en plaques. Et ça induit de nombreuses collaborations avec des chercheurs américains, européens. Et le fruit, l'idéal en recherche, c'est la communication. Vous pouvez faire de la recherche, mais si vous ne la communiquez pas, si vous ne donnez pas des conférences, personne ne saura connaîtra les résultats de votre recherche et donc personne ne pourra les utiliser pour faire avancer la science en général. Donc on commence avec un des plus grands organes de dissémination de l'information qui s'appelle l'ACTRIMS, pour American Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis, qui a son pendant européen, qui est l'ECTRIMS, qui est une énorme organisation. L'ACTRIMS est une plus petite organisation qui a été dirigée par le fabuleux docteur Jack Antel, qui est à l'Université McGill, et qui a fait fructifier le savoir en sclérose en plaques en organisant chaque année ce qu'on appelle un programme qui a réuni l'an dernier, non pas l'an dernier, au printemps, à la fin de l'hiver, qui a réuni plus de 1200 scientifiques participants au congrès qui s'est tenu à Dallas. Bon, commençons avec la recherche clinique épidémiologique. J'ai décidé de fractionner la présentation en trois étapes. La première étape, c'est de vous parler de recherche clinique et épidémiologique. La deuxième étape sera de vous parler de la recherche qui s'est faite ou qui se fait en biologie et en immunologie. Et la troisième sera une étape où on parlera de la recherche qui se fait en radiologie. Donc, une des grandes initiatives de la Société canadienne de sclérose en plaques a été avec un don majeur qui lui a été fait pour étudier la progression, le phénomène de progression en sclérose en plaques, a été d'être capable d'agir comme canaliseur et de regrouper différents grands donateurs qui ont tous contribué à l'élaboration d'une stratégie qui s'appelle CanProCo. CanProCo tient pour Canadian Progressive MS Cohort. Okay? C'est une étude qui vient d'être financée, qui nous a été attribuée en co-direction avec Calgary et Ji-Won Ho à Toronto, donc qui va se dérouler en partie au CHUM. C'est une étude sur laquelle on recrute 1000 patients sur une période d'à peu près 1 an et demi, dans 5 sites, le site de Vancouver, le site de Calgary, le site de
alors j'ai dit Vancouver, Calgary, Edmonton, Toronto et Montréal, le CHUM. Et c'est à Montréal qu'on dirige le pilier sur la recherche en immunologie. C'est donc une étude qui est financée à hauteur de 8 millions de dollars et qui vise à déterminer si une équipe d'investigateurs multidisciplinaires peut identifier les déterminants épidémiologiques, les déterminants biologiques et les déterminants radiologiques qui nous permettraient de prédire la progression en sclérose en plaques. Donc, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on recrute les patients au début de l'étude. Ce sont des patients, ce sera des patients qui sont naïfs, c'est-à-dire qui n'ont jamais été traités. Donc, c'est des nouveaux diagnostics essentiellement. Des patients qui n'ont jamais été traités et qui connaissent leur diagnostic depuis moins de 5 ans, qui ont eu leur diagnostic depuis moins de 5 ans. Et on fait des prises de sang annuellement pour déterminer différents marqueurs de l'activité biologique dans leur sang. On fait des résonances aussi annuellement et des études de questionnaires et des études épidémiologiques ainsi que des examens cliniques. Et au bout de 5 ans, on regarde le statut des patients. Est-ce qu'ils ont progressé ou est-ce qu'ils n'ont pas progressé? Et on fait une corrélation avec les facteurs initiaux qu'on avait récoltés au tout début de l'étude. Deuxième aspect de la recherche épidémiologique, je ne peux pas m'empêcher de parler du docteur Pierre Duquette. Ça, c'est une photo, pour ceux qui le connaissent, c'est une photo qui est un peu, qui date un petit peu. Merci, c'est gentil. Depuis ce temps-là, depuis le temps où cette photo-là a été prise, il a eu le temps d'avoir les cheveux jaunes, puis après ça, les cheveux bleus. C'était un pari qu'il avait fait avec son fils. Vous imaginez la surprise quand c'est arrivé au travail. Donc, le docteur Pierre Duquette, c'est mon mentor, c'est celui sans qui je n'aurais probablement pas pensé à aller en sclérose en plaques. C'est le fondateur de la première clinique de sclérose en plaques au Québec. Ça date déjà de 1978, je pense, ou même plus que ça, peut-être 72. C'est une des plus grosses cliniques de sclérose en plaques avec la clinique du docteur Yves Lapierre au MNI. On a plus de 4000 patients actifs, donc vous imaginez le nombre de protocoles de recherche qu'on a et la contribution de tous ces patients-là à la recherche, puisque mes laboratoires, les laboratoires de Nathalie Arbour, les laboratoires de Catherine Larochelle dans notre groupe, sont constamment en train d'utiliser le sang ou le liquide céphalorachidien des patients qui passent à la clinique. C'est une contribution importante. Il a participé de façon majeure aux études épidémiologiques pan-canadiennes, notamment les études sur les jumeaux, mais aussi les études sur la grossesse. Pierre Duquette était le premier à publier un article sur la sclérose en plaques et la grossesse dans les années 70-80. Et Pierre Duquette étant un grand intellectuel, il a toujours collaboré avec nos collègues de McGill. C'est d'ailleurs grâce à lui qu'on a une aussi forte collaboration, intégration des travaux avec l'Université McGill. Le deuxième pour lequel je n'ai pas été capable de trouver de photos sur Internet, c'est François Grandmaison, que beaucoup d'entre vous connaissent. François Grandmaison, qui est essentiellement un clinicien spécialisé en sclérose en plaques, qui a définitivement une énorme clinique à Neuro-Rive-Sud, qui a contribué de façon importante à de nombreux essais cliniques et donc en validant l'utilisation de molécules chimiques et de la biopharmaceutique. Il a donc contribué aussi à l'accès aux médicaments pour tous les patients québécois. Mais je mentionne François Grandmaison surtout pour son implication dans un registre qui s'appelle MSBase. Tout à l'heure, vous avez entendu parler de NARCOMS. MSBase, c'est encore plus gros que NARCOMS. MSBase, c'est mondial. Et François Grandmaison était un des premiers à pousser le développement de MSBase. MSBase est une base de données qui comprend des informations sur tous ceux d'entre vous qui avaient signé pour accepter d'être sur MSBase, c'est-à-dire que toutes les informations cliniques qui vous concernent ont été, sauf évidemment votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone et votre identité. Toutes les informations cliniques sont comptabilisées dans MSBase et après ça, les épidémiologistes peuvent retourner dans MSBase pour essayer de faire des liens entre les modes de présentation de chacun d'entre vous. Et dans MSBase, en ce moment, on a 62 000 patients enregistrés avec un suivi clinique pour certains patients qui datent de 14 ans ou de 15 ans. Donc, c'est une quantité d'informations absolument spectaculaire pour la recherche épidémiologique. C'est d'une immense valeur.
Encore en épidémiologie, le groupe de la docteure Tina Wolfson, qui maintenant est un peu moins peut-être impliquée en sclérose en plaques qu'elle l'a été, puisque c'est elle la directrice d'un grand réseau pan-canadien qui s'appelle, j'ai encore oublié le nom, CLADS, Canadian Longitudinal Study on Aging. C'est donc une étude sur le vieillissement normal de la population. Et ils ont recruté 10 000 patients entre l'âge de 40 ans et 50 ans, ou entre l'âge de 30 ans et 50 ans, et ils les observent pendant 20 ans pour voir quel est le vieillissement normal de la population. En tout cas, tout ça pour dire qu'elle est moins impliquée en sclérose en plaques qu'elle l'a été, mais quand moi j'ai commencé en sclérose en plaques, c'était une figure dominante de l'épidémiologie, pas seulement à Montréal, pas seulement au Québec et au Canada, mais dans le monde, en immunologie de la sclérose en plaques. À Ottawa, on se déplace vers l'ouest. À Ottawa, le groupe de Mark Friedman, dont vous avez vu, dont le docteur Lapointe ont présenté des travaux de transplantation. Alors moi, je n'aime pas utiliser le mot cellules souches parce que bien que ce soit des cellules souches hématopoïétiques qu'on transplante, ce ne sont pas les cellules souches auxquelles vous pensez qu'on pourrait un jour mettre dans le cerveau pour essayer de refaire de la myéline. En fait, le procédé s'appelle la greffe de moelle osseuse. C'est un procédé qui a été développé pour le traitement des lymphomes au début des années 80, qui a été raffiné par la suite, mais qui demeure encore avec beaucoup de dangers. Un peu plus tôt, vous avez entendu dire que ça prenait à peu près 1 mois. En fait, Philippe, ça prend entre 6 et 9 mois. Moi, j'ai 3 patients qui ont été greffés parce qu'ils avaient des maladies extrêmement agressives. C'est effectivement très efficace, mais le fardeau pour le patient est énorme, c'est considérable, c'est très, très important. Donc, Mark Friedman est un précurseur dans le domaine de la greffe de moelle osseuse. C'est lui qui a développé le protocole qu'on appelle le protocole Atkins-Friedman, qui est une modification des protocoles qu'on utilise pour le lymphome. Ça a été publié de nombreuses fois, différentes versions, non pas du protocole, mais des résultats. Et les résultats sont quand même assez spectaculaires. Et cette étude-là a été financée dans les années 90-2000 par la Société canadienne de sclérose en plaques. Donc ça aussi, c'est une avancée majeure dans le domaine qui a été financée par l'argent fourni par la Société canadienne de sclérose en plaques. On continue vers l'ouest, à Toronto, les études sur la cognition et la réadaptation. Ça, ce sont des études qui sont menées par Dr. Anthony Feinstein, que vous avez vu ce matin. C'est une grosse étude financée par la Société canadienne de sclérose en plaques avec plusieurs sites de différents endroits, dont Ji-Won Oh, qui est une jeune neurologue spécialisée en radiologie, qui fait beaucoup d'études sur la sclérose en plaques et qui vise essentiellement à déterminer comment les gens qui sont affectés par la sclérose en plaques progressive peuvent être aidés, tant au niveau de la cognition que des facteurs psychologiques. Et donc, si vous êtes intéressé par la psychologie, par les facteurs ou les déterminants psychologiques de la sclérose en plaques, je vous encourage à lire les études et les vulgarisations du docteur Feinstein. Et dans cette étude-là, il propose que des interventions combinées vont offrir un plus grand bénéfice aux patients que les traitements individuels. Le principal but est d'évaluer la fonction cognitive des patients pendant la progression. Et le deuxième but est de déterminer si... attendez, outcome is improvement. Il faut que je traduise en même temps. Improvement in an aspect of physical function. Secondary outcome is improvement. Si différents facteurs comme la marche, la vitesse de marche, la dépression, l'anxiété, la fatigue et la qualité de vie ont un impact sur les fonctions physiques en sclérose en plaques. Toujours à Toronto, mais aussi à Winnipeg, un grand chercheur de calibre international qui a été recruté il y a 1 an maintenant, qui s'appelle Xavier Montalban, que vous voyez ici. Xavier Montalban, qui travaillait avant en Barcelone, qui est un épidémiologiste et ce qu'on appelle, nous, un clinical trialist, c'est-à-dire que c'est lui qui fait le design des essais cliniques pour les compagnies pharmaceutiques. Il a décidé de s'installer à Toronto pour continuer sa carrière à Toronto. Et donc, on est extrêmement content qu'il se joigne à notre communauté de chercheurs en sclérose en plaques au Canada. Et finalement, la chairwoman du Medical Advisory Committee de la Société canadienne de sclérose en plaques, donc
la présidente du comité de surveillance de la Société canadienne de sclérose en plaques, Ruth Anne-Marie, qui s'est installée à Winnipeg et qui fait d'excellentes études sur essentiellement les facteurs sexuels qui déterminent l'impact sur la maladie, ainsi que l'importance des comorbidités. Vous en avez entendu parler un peu plus tôt, l'importance des comorbidités dans le développement de la sclérose en plaques. Bon, je n'aurai pas besoin de vous présenter Dr. Helen Tremlett parce qu'elle a fait elle-même sa propre présentation. Elle va elle-même, comme elle le dit, de la forme prodromale de la sclérose en plaques vers le diagnostic jusqu'à l'utilisation des crottes pour le diagnostic des patients atteints de sclérose en plaques. Et on est aussi très content qu'elle ait décidé de se joindre à nous il y a déjà maintenant peut-être une dizaine d'années. Comme elle le disait, le financement d'une personne mène à la construction des groupes. C'est exactement ce qui est arrivé pour elle. C'est exactement ce qui est arrivé pour moi. Quand j'ai ouvert mon laboratoire, j'étais seul. Et depuis que j'ai ouvert mon laboratoire, maintenant, j'ai une vingtaine d'étudiants et de résidents dans mon laboratoire. Et j'ai formé 12 professeurs d'université ou une dizaine de professeurs d'université et des centaines d'étudiants qui sont en train de faire leur formation postdoctorale. Tout ça avec le seul financement de la Société canadienne de sclérose en plaques. Bon, passons à la recherche biologique. Ah, je suis dans les temps. Recherche biologique. On va commencer par le CHUM, parce que c'est quand même le milieu que je connais le mieux. Ce que vous voyez sur l'écran, là, c'est une tranche de cerveau d'un patient ou d'une patiente, je ne peux pas vous dire si c'était un ou une patiente, qui était atteinte de sclérose en plaques et qui a décidé de donner son cerveau pour la recherche. Ça, c'est des études que je fais avec ma collègue Nathalie Arbour et ma collègue Catherine Larochelle. Alors, Catherine Larochelle, c'est un excellent exemple. Quand moi, j'ai commencé mon laboratoire au CHUM, j'étais seul à travailler en sclérose en plaques. Puis, depuis, on a recruté Dr Arbour en 2008 et Dr Larochelle en 2016. Dr Larochelle était une résidente en neurologie qui a fait un PhD, un doctorat donc avec moi. Puis après ça, qui est revenue comme jeune patronne et qui a établi son laboratoire. Et elle a une carrière qui est vraiment fantastique, une carrière de recherche qui est fantastique avec des développements qui sont soutenus et très impressionnants. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise beaucoup le matériel humain, que ce soit le sang ou le... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut partir la vidéo? Je ne sais pas si... parce qu'il y a des petites vidéos, là. Je ne sais pas si ça se fait. Non, hein, ça va être difficile. Bon, c'est pas très... Est-ce que si j'appuie, si j'avance? Non, ça n'avancera pas. Bon, tant pis. Bon, il y avait des petites vidéos, mais ce n'est pas grave. Donc, on utilise beaucoup le sang des patients, on utilise beaucoup les échantillons de cerveau pour déterminer quelles sont les interactions entre le système immunitaire et les cellules du cerveau et pour déterminer comment les cellules du système immunitaire peuvent détruire les cellules cérébrales. On utilise aussi beaucoup des modèles animaux et donc des souris. Et de la microscopie qu'on appelle intravitale, c'est-à-dire qu'on a des microscopes à très, très haute résolution qui permettent de voir à travers la boîte crânienne directement l'interaction des cellules immunitaires que vous voyez ici en vert avec les structures vasculaires et avec les structures cérébrales. Et tout ça dans le but de déterminer quels sont les mécanismes qui mènent à la destruction des cellules cérébrales pour pouvoir identifier des molécules qui vont bloquer ces mécanismes-là. On utilise donc aussi beaucoup des modèles animaux et on a un nouveau modèle animal qui est très intéressant puisque les souris mâles développent une maladie qui est progressive alors que les souris femelles développent une maladie qui est cyclique. Et l'incidence de la maladie est supérieure, 2 fois supérieure chez les femelles aux mâles. C'est donc un modèle animal qui récapitule de mieux en mieux ou de plus en plus les caractéristiques de la sclérose en plaques humaine. Et grâce à ce modèle animal, on a fait ce qu'on appelle des études de transfert, c'est-à-dire qu'on prend des cellules du système immunitaire d'une femelle et on la donne soit à un mâle ou à une femelle, et vice-versa, d'un mâle, on la donne soit à un mâle ou une femelle. Et grâce à ça, on a été capable de récapituler la maladie, mais ce qui est très impressionnant, c'est que si le donneur est un mâle, eh bien, la maladie chez le receveur sera progressive, qu'il soit mâle ou femelle. Et si le donneur est une femelle, la maladie va être cyclique, que le receveur soit mâle ou femelle. C'est donc une des premières études qui démontre que c'est le système immunitaire, c'est votre système immunitaire d'homme ou de femme qui détermine le genre de maladie que vous allez avoir. Et tout ça pour vous dire que, en faisant de la génétique sur les cellules de ces souris-là, chez les mâles et chez les femelles, on a été capable de déterminer qu'il y a des facteurs génétiques qui sont associés avec la maladie chez les mâles et qui permettent de distinguer les mâles et les femelles.
ce qui voudrait dire qu'il y a certains facteurs génétiques associés au sexe qui sont en fait associés avec la forme progressive de la maladie versus la forme rémitante. Et c'est ces facteurs-là qu'on est en train d'étudier en ce moment dans le sang des patients qui viennent à la clinique tous les jours. Bon, alors, il ne s'agit pas de parler de moi, mais de parler de la recherche au Canada. À McGill, deux grands groupes de recherche, au moins deux grands groupes de recherche. En fait, il y en a deux autres, mais qui sont impliqués plutôt indirectement en sclérose en plaques, les groupes à l'Institut neurologique du Dr Alison Fournier et le groupe de Jack Antel, qui est mon deuxième mentor, c'est celui avec qui j'ai fait ma formation doctorale. Quelque chose de très important à dire, Dr Antel est un des premiers neurologues qui a fait de la sclérose, qui a traité des patients avec la sclérose en plaques au Canada. Mais on dit que 50% des cliniciens et 50% des chercheurs en sclérose en plaques au Canada et dans le monde auraient été formés par Jack Antel ou par quelqu'un qui a été formé par Jack Antel. Alors, au dernier congrès de la Société canadienne de sclérose en plaques, on était à peu près 1 millier dans la salle. Il y a quelqu'un qui, on faisait un hommage à Jack Antel. Il y a quelqu'un qui a demandé qui a déjà été formé par Jack Antel. Il y a à peu près une centaine de personnes qui ont levé la main. Puis après ça, quelqu'un qui a été formé par quelqu'un qui a été formé par Jack Antel, et quasiment la totalité de la salle a levé la main. C'est absolument fantastique. Donc, Jack, une figure marquante de la recherche en sclérose en plaques au Canada. Alison Fournier travaille sur un nouveau modèle de microscopie chez l'animal qui permet de regarder le nerf optique directement. Et donc, pour tous ceux d'entre vous qui avaient été affectés par une névrite optique, Alison Fournier s'intéresse aux mécanismes de guérison dans la névrite optique en utilisant le modèle animal de la souris. Jack Antel, lui, le premier laboratoire de recherche en CEP à Montréal, mais pas seulement à Montréal, en fait, j'ai fait une erreur, là, c'est au Canada. Il étudie essentiellement les cellules progénitrices des oligodendrocytes, ces cellules qui fabriquent la myéline et isolent les axones. Il étudie aussi l'influence de nouvelles thérapies sur les interactions entre le système immunitaire et les cellules du système nerveux central. En ce moment, il a dans son laboratoire 2 étudiants et 3 fellows. Et par le passé, il a formé des centaines et des centaines d'étudiants et de fellows partout dans le monde. On passe en recherche biologique maintenant à Toronto. Les laboratoires des docteurs Jennifer Gommerman et Shannon Dunn, qui sont installés à l'Université de Toronto et au Toronto General. La Dr Gommerman est une spécialiste des lymphocytes B qui vient de l'industrie pharmaceutique. Alors ça, c'est quelque chose qui est très rare. D'habitude, les gens, quand ils rentrent dans l'industrie pharmaceutique, ils restent dans l'industrie pharmaceutique, ils n'ont pas beaucoup l'occasion de retourner d'avoir une carrière universitaire après parce qu'ils n'ont pas eu la formation qu'il fallait pour écrire les demandes de subventions qui nous permettent de financer les laboratoires et de survivre. Mais elle, Dr Gommerman, a quitté l'industrie pharmaceutique avec une excellente formation sur les lymphocytes B et elle a un énorme programme de recherche sur les lymphocytes B. D'ailleurs, j'ai plusieurs demandes de subventions, j'ai plusieurs subventions en collaboration avec elle. Vous savez très bien l'importance des lymphocytes B en sclérose en plaques. Ce sont les lymphocytes qui sont la cible de différentes thérapies, dont l'Ocrevus. Donc, c'est un pathway qui est extrêmement important pour le développement de la maladie et l'activité de la maladie. Et elle, la Dr Gommerman, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait le lien entre le microbiome intestinal, les lymphocytes B qui se retrouvent au niveau de la paroi intestinale et qui, après ça, migrent dans le sang pour se rendre dans le cerveau. Et c'est elle qui a découvert ce nouveau pathway. La Dr Dunn, elle, travaille sur des choses un petit peu différentes. Elle travaille sur différents aspects de la diète, du sexe, et du tabagisme sur les fonctions immunitaires chez la souris en relation avec la sclérose en plaques. Et ces travaux sont financés par les Instituts de santé du Canada et par la Société canadienne de sclérose en plaques. Un peu plus à l'est, le Dr Fraser Moore, qui lui aussi a été formé par Jack Antel, comme moi. Fraser Moore est installé à l'Université de Terre-Neuve. Et travaille sur, je m'excuse, je vous tourne le dos tout le temps, il va falloir que faut que je change de bord une fois de temps en temps. Et travaille sur, par contre, c'est ça, c'est parce que je ne peux pas tourner les diapos. Et donc, il travaille sur, c'est là que je ne vois pas pourquoi, je comprends pas pourquoi c'est coupé. En fait, c'est pas grave. Il travaille sur le développement de nouvelles thérapies pour arrêter la progression de la neurodégénération et la découverte de nouveaux biomarqueurs qui vont permettre de déterminer si un patient progresse ou pas.
À Québec, un groupe très important qui a beaucoup grossi, un peu comme le groupe du CHUM au cours des 15 dernières années, qui avait été initié au tout début par Serge Rivet, qui maintenant inclut le groupe de Luc Vallière, Steve Lacroix et Manu Rangachari. Un groupe qui est très, très dynamique, surtout dans la biologie des lymphocytes T et des interactions entre les lymphocytes T et les cellules immunitaires. C'est un groupe qui est aussi très bien financé par la Société canadienne de sclérose en plaques, mais par beaucoup d'autres organismes, et qui vise à étudier l'interaction entre les lymphocytes T et l'inflammation cérébrale. On se déplace vers l'ouest, à Calgary, avec les groupes des docteurs Wei Young et Shalina Ousmane. Wei Young est un homme qui est beaucoup de très grande qualité, qui est un grand formateur d'étudiants et qui a été formé, entre autres, par Jack Intel à Montréal. Donc, le groupe de Wei Young est un très beau groupe qui publie des très belles études sur la sclérose en plaques, mais aussi sur d'autres maladies cérébrales comme les tumeurs cérébrales. Shalina Ousmane est une jeune recrue qui avait fait sa formation à Toronto et qui a fait sa formation complémentaire chez Larry Steinman. Larry Steinman, c'est ce médecin-chercheur qui a développé le Tysabri. Donc, Shalina Ousmane qui a développé son groupe à Toronto, pas à Toronto, à Calgary, et qui a aussi des très beaux succès. Et finalement, Luan Metz est une clinicienne qui a fait de nombreux essais cliniques, et c'est à elle qu'on doit l'essai sur l'aminocycline en sclérose en plaques, dont on vous parlait un peu plus tôt. Finalement, on va parler de recherche en radiologie. Vous savez peut-être que le Canada est un des 3 pays qui a été critique ou clé pour le développement de la résonance magnétique nucléaire. Le docteur Don Patey, à qui on doit la chaire de recherche de la Société canadienne de sclérose en plaques, la chaire de recherche Don Patey, était un des premiers à publier des images de cerveau humain de patients atteints de sclérose en plaques en IRM. Avant ça, on avait des images de CT scan, qui étaient des très mauvaises images. Vous me direz, les premières images de résonance magnétique étaient à peine aussi bonnes que les images de CT scan, mais c'était quand même les premières. Et Don Patey était un radiologiste, il est décédé, aujourd'hui, il est décédé d'un lymphome il y a peut-être une dizaine d'années. Mais c'était un radiologiste de l'Université de Colombie-Britannique. Et donc, en radiologie de la sclérose en plaques, il y a 2 gros pôles au Canada. Il y a UBC, Vancouver, et Montréal, avec l'Institut de neurologie de Montréal, où on retrouve le docteur Doug Arnold et d'autres professeurs, dont Sridhar, qui travaillent depuis, ça doit bien faire 25 ans, je pense, sur des techniques de résonance magnétique, mais beaucoup plus que des techniques de résonance magnétique en sclérose en plaques. Donc, l'affinement des techniques de résonance magnétique pour le diagnostic des scléroses en plaques. Mais ce que Doug Arnold fait depuis une quinzaine d'années maintenant, c'est des métabases de données énormes, géantes, avec tous les essais cliniques, toutes les données de résonance magnétique qui ont été fournies par les essais cliniques et l'analyse conjointe de toutes ces bases de données. Donc, on appelle ça donc la méta-recherche. On dit que le groupe de Doug Arnold au MNI, avec le groupe de Jerry Walensky à Dallas et le groupe de Queen Square à Londres, sont les 3 groupes qui se partagent toutes les analyses de résonance magnétique pour les compagnies pharmaceutiques à travers le monde. C'est donc une quantité d'informations absolument spectaculaire. Donc, Doug Arnold, absolument essentiel dans le développement de la résonance magnétique au Canada. Ensuite, le groupe de Vancouver, avec ceux qui ont succédé à Don Patey, le docteur Trabulsi, le docteur David Lee et la docteur Shannon Coland, qui ont des très belles équipes avec du très beau matériel, je veux dire en termes d'équipement de résonance magnétique, qui étudient surtout la diffusion de l'eau à l'intérieur du cerveau et l'impact des plaques sur la diffusion de l'eau et des liquides intercellulaires. Avec des techniques d'imagerie qu'on avait auparavant jamais vues. Et puis là-dessus, je me permets de vous remercier de votre attention et de vous dire que si vous avez des questions à poser en français ou en anglais, ça va me faire plaisir d'y répondre ou d'essayer d'y répondre.